Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Ce soir sur notre canapé, un individu aux multiples facettes. Économiste de formation, il est devenu l'un des spécialistes du trafic de drogue, du grand banditisme et du crime organisé. Scénariste, réalisateur, auteur de romans ou d'essais, ce touche-à-tout s'attaque désormais au polar vert et au crime environnemental. Nous accueillons cette semaine Thierry Colombier. Et puis, nos fins limiers de l'info sont avec nous. Les inspecteurs Dubois et Watt reviendront pour nous sur l'actualité de la semaine. Bonsoir à vous, messieurs. Thierry Colombier, bonsoir. Bonsoir. Alors désormais donc auteur de Polar vert pour ados, mais pas seulement, on va le voir avec cet ouvrage Les algues assassines paru chez Milan, l'éditeur toulousain. Alors on va faire le pitch. Claire vit à 17 ans, elle habite en Bretagne, elle est folle amoureuse de Lucas qui l'emmène régulièrement flamber des billets de 500 € au casino. Alors d'où sort cet argent ? Du business familial, un trafic de civelles, des bébés anguilles, une espèce protégée qui se vend aussi cher que la cocaïne. Le frère de Clairvy, lui, est un farouche défenseur de l'environnement. Elle le découvre un jour inanimé sur une plage, recouverte d'algues vertes. Elle-même perd connaissance et lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle n'aura d'autre choix que de devenir la top des gendarmes qui vont enquêter. Alors tout ça n'est pas totalement inventé, Thierry Colombier. Le trafic de civelles, par exemple, ça existe vraiment ? Ah oui, c'est un trafic très organisé. On l'appelle d'ailleurs la civelle au nord de la Loire et au sud de la Loire, pas très loin de chez nous, la Pibale, dans le sud-ouest. Voilà, pour l'anecdote, la pêche se déroule actuellement. Il faut savoir que habituellement, donc, notamment au Pays Basque, on prend des vacances un peu avant Noël pour aller pêcher la civelle. Et chacun a d'ailleurs son petit spot le long de la rivière pour récupérer cette élevage d'anguilles. Et alors, il y a tout un trafic, évidemment, autour de cette anguille. D'ailleurs, ça a inspiré Watt, qui a trouvé un héros qui n'est pas dans votre ouvrage. On va le voir, puisqu'il s'agit tout simplement d'Algue Capone. Voilà. Voici le héros de mon nouveau polar, Algue Capone. Algue Capone, il fallait le trouver. Alors, vous êtes, comme d'habitude, j'allais dire, documenté. Hein, vous avez notamment rencontré les gendarmes et les policiers français de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Vous dites, depuis 25 ans, j'ai mis un point d'honneur à ne rien inventer. Ici, tout est plausible. C'est ça votre marque de fabrique aussi, hein, quand vous écrivez. Oui, parce que je suis un homme de terrain. Je l'exerce en tout cas depuis 25 ans, depuis mon premier terrain en Colombie. Et je me fais vraiment un point d'honneur à raconter des histoires qui sont tout à fait plausibles, en tout cas réelles. Et pour une simple et bonne raison, c'est que ici, la réalité dépasse la fiction. Alors, France Info a qualifié votre ouvrage de « Bureau des légendes version écologique ». C'est vrai ça ? Ça pourrait effectivement. Alors, dans le Bureau des légendes, la célèbre série, on forme des espions donc à des doubles vies. Donc là, ils sont formés. La grande différence ici, c'est que mon informatrice, en tout cas Claire Vie, elle n'est pas du tout formée par les gendarmes. Donc elle est propulsée dans un monde totalement étranger qui repose sur deux objectifs. Le premier, c'est de collecter des informations. Et le deuxième, c'est de rendre ces informations aux agents traitants. Et là, il y a des situations qui sont totalement presque invraisemblables, mais en tout cas qui sont très intéressantes à observer. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette nouvelle discipline littéraire, j'allais dire ? On va parler du polar vert. Tout d'abord, c'était à la base, vous étiez sur un projet documentaire sur les mafias vertes. Ouais. Et puis, le Covid, finalement, vous a freiné. Ouais. Et c'est les éditions Milan qui vous ont contacté, c'est ça ? C'est ça. Je me suis beaucoup documenté. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré le général Diacono, donc, qui est responsable de l'OCLAEPS. Et juste avant justement l'épidémie, on montait un dossier, il y avait des diffuseurs qui étaient prêts à partir, et puis bim, le coronavirus a fait disjoncter tous les projets. Et effectivement, une éditrice de chez Milan a entendu parler de mon centre d'intérêt qui était les mafias vertes. Et donc, elle s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas le moment d'investir ce champ pour la jeunesse ? Oui, parce que d'ailleurs, Watt a bien posé la question ce soir. Il se demande finalement à qui profite le désastre écologique. Et puis là, on voit quelqu'un qui apparemment travaille beaucoup derrière. Oui, tome 1, tome 2, tome 3, effectivement. Oui, tome 4, on ira jusqu'au tome 4.
On va en parler. Oui, parce que, alors évidemment que c'est un filon, le polar vert, mais c'est aussi, vous le dites, le moyen de sensibiliser à la criminalité environnementale. Oui, c'est une façon de sensibiliser donc, la jeunesse, en tout cas les jeunes adultes, et les moins jeunes, puisqu'il y a pas mal Ouais. de parents aujourd'hui qui lisent le bouquin, à la fois donc, à la préservation de la biodiversité. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Le second, c'est évidemment tout ce qui est les atteintes à l'environnement. Et puis le troisième, qui est à mon avis aussi très important, qui est la chaîne judiciaire, puisque ça nous permet de rencontrer justement toute l'action qui est menée par les enquêteurs et le juge pour aller jusqu'au bout et démanteler un trafic international de civelles. Alors, votre expérience des enquêtes, mais aussi votre parcours, l'inspecteur Dubois s'est mis sur votre piste. Il ouvre pour nous ce soir le dossier Thierry Colombier. 1,81 m, cheveux bruns, yeux marrons, né le 20 octobre 1966 à Montauban, résidant actuellement à Toulouse. Attention David, cette personne est un multirécidiviste et il n'exprime aucun remords. Au contraire, il prépare de nouveaux coups et l'arme favorite, c'est quoi? C'est le MacBook ou le stylo. Un multirécidiviste avec quand même un très joli tableau de chasse, 14 écrits avec du gros calibre, notamment la biographie non autorisée d'un caïd marseillais, Francis le Belge, et parfois vous agissez en bande organisée, notamment avec une magistrate, Isabelle Prévost-Després, 2 romans signés avec elle, et justement votre signature, c'est l'effraction. Effectivement, vous passez par la grande porte de l'édition pour ouvrir les fenêtres sur une omerta à la française, à savoir que la mafia et ses connexions avec le milieu politique et économique, c'est pas réservé à l'Italie ou à la Colombie, c'est aussi très français, mais il y a une sorte d'omerta, on laisse les cadavres dans le placard, et vous avez décidé un petit peu de soulever le couvercle avec une nouvelle salve, une véritable rafale au travers de romans verts. Merci Laurent. Et alors, Laurent. Watt a également trouvé une autre muse, hein, justement, il en parlait Laurent à l'instant, puisqu'effectivement c'est Du crime organisé à l'écologie. c'est mon plus fidèle conseiller artistique, la pieuvre. La pieuvre. On passe des algues aux pieuvres. Alors, on l'a dit, hein, c'était important aussi pour vous de faire lire les jeunes et de les faire s'intéresser finalement à la fois à leur monde, mais aussi à la préservation. Vous dites, mon objectif, c'est de transmettre des savoirs, mon expérience acquise aux 4 coins du monde, finalement tout ce que j'ai appris depuis mon enfance. Alors, pourtant, ça marchait bien, les livres ou les films sur le grand banditisme. Alors, est-ce qu'en prenant de l'âge, on pense à la transmission, finalement, Thierry ? Bah, évidemment, on passe à la transmission. Donc, comme je le dis, quand j'étais jeune, j'écrivais des bouquins pour les vieux. Eh bien, maintenant que je suis un peu plus vieux, j'écris des bouquins pour les jeunes. Et oui, bien sûr, c'est toute la nécessité de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris, qui relève de ces champs de connaissances dont Laurent vient de décrire à l'instant. L'immensité, et puis évidemment de me faire plaisir aussi en écrivant pour la jeunesse, puisque là on est obligé d'aller à l'essentiel et d'être très oui, le radical. style est assez vif, hein, évidemment, et direct, hein, ça c'est propre à la littérature jeunesse, mais on le dit, vous avez également sur ce livre-là un lectorat d'un certain âge, parce Oui. que finalement les adultes aussi lisent les romans jeunesse. Oui, les adultes lisent, d'abord, c'est vrai ils lisent les romans jeunesse, mais ça leur permet aussi de lire là quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de lire, qui sont des polars où on va avoir un trafic de civelles, une problématique sur les algues vertes, et donc ce qui nous concerne finalement à tous, nous les Français. Amoureux de la nature. Tout à fait. Oui, donc ça c'est... Alors, il y a également un tome 2 qui est prévu pour février, il s'intitule Anguille sous roche, mais il y a aussi la saison 2 qui va arriver, qui elle se déroulera dans nos Pyrénées, apparaître notamment fin août le polar vert qui parlera de la forêt, et notamment, alors ça je ne le savais pas, par exemple de trafic d'espèces végétales, c'est vrai, comme la gentiane ou l'arnica. Ça se trafique, ça. Bah, ça se trafique. En tout cas, c'est toujours la problématique de savoir est-ce qu'on est dans le trafic vraiment, c'est-à-dire c'est une prédation qui est illégale, il y a un marché qui l'est tout autant, ou est-ce qu'on a le droit, sous promesse de quelques agriculteurs, paysans ou propriétaires terriens, d'aller récolter. Vous savez, la récolte de ces plantes est quand même contrôlée, réglementée.
on ne peut pas faire ce qu'on veut, on le voit, on ne peut pas aller ramasser des champignons où on veut, ou on prend quelquefois des coups de fusil. Donc il faut faire attention à tout ça, puisque derrière, de toute façon, il y a la question à la fois de la préservation, et donc de savoir si demain, on va enlever toute la gentiane ou l'arnica des Pyrénées, quel restera-t-il et quel est l'impact sur l'ensemble du massif. Vous abordez également dans ces futurs ouvrages le braconnage, notamment dans les Pyrénées. On a quoi? On a les isards, les gypaètes, Le grand tétra. le grand tétra. L'ours, éventuellement, pourquoi pas. Oui, le braconnage, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose dont on ne mesure pas l'ampleur aujourd'hui, c'est le braconnage des oiseaux ou des ruches. Voilà, il y a un trafic de ruches très important. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'apiculteurs aujourd'hui qui se voient voler des ruches qui partent notamment vers les pays de l'Est. Alors, vous le dites, vous parlerez aussi dans ce tome 4 de cette collection Polar Vert chez Milan, je le rappelle, un sujet passionné et passionnant ici, celui de l'ours. Et vous dites, cette thématique, elle réunit finalement tous les éléments de la dramaturgie, quoi. Tout à fait, c'est un sujet très clivant avec les pro-ours d'un côté qui ont réintroduit en tout cas, ou qui ont eu la volonté de réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Et puis de notre côté, les anti-ours, notamment les éleveurs et les chasseurs qui s'insurgent contre le retour de cette espèce sauvage dans les Pyrénées. Et alors, vous dites, c'est incroyable finalement qu'il n'y ait pas eu de roman ou de film sur ce sujet. Oui, en tout cas contemporain, effectivement. On l'a vu dernièrement avec la mort de l'ours Cannelle, qui laisse donc ces deux petits oursons dans les tanières certainement aujourd'hui. Là, on voit effectivement tous les règlements de compte que l'on peut imaginer entre les hommes, puisque finalement l'ours n'est peut-être qu'un prétexte à régler des comptes entre des habitants de vallées qui sont pour certains là depuis très longtemps et d'autres depuis un peu moins longtemps. Alors, on le voit aussi dans votre ouvrage, Polar Vert, les algues assassines, il y a quand même des forces de l'ordre qui enquêtent sur l'environnement. Ça se développe, ça, ou pas? Il y a des services spécialisés, il y a des fichiers qui sont constitués. Comment ça se passe? De plus en plus de procédures? Oui, il y a un code de l'environnement qui se renforce, on va dire, de décennie en décennie, pas d'année en année, mais de décennie en décennie. Il y a aussi des conventions internationales avec des réglementations aussi internationales. Donc là, on voit depuis à peu près une vingtaine d'années en France un objectif de la part des forces de l'ordre et de la justice d'essayer de respecter, de faire respecter en tout cas toute cette réglementation et de faire en sorte que les délits et les crimes soient de plus en plus réprimandés. Oui, c'est important ça aussi de le signaler, et y compris pour les forces de l'ordre, de dire voilà, aujourd'hui on ne peut pas plus faire impunément n'importe quoi contre la nature, quoi. Exactement, notamment déverser des déchets ou polluer des rivières. Bah écoutez, en tout cas, Thierry Colombier, on a donc ce premier tome, Les algues assassines, Polar Vert, donc c'est chez Milan. On l'a dit en février, il y a le deuxième qui sort. Le tome 2, voilà. Le tome 2, parce qu'évidemment, on attend la suite avec impatience. Mais pour l'heure, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Allez, comme chaque vendredi, notre cellule investigation, composée de messieurs Watt et Dubois, a ramené dans ses filets quelques actus de la semaine et non pas des civelles. Alors on démarre, Laurent, avec un bûcheron espagnol jugé en Ariège pour avoir abattu frauduleusement pas moins de 350 arbres. Imaginez, Patrick, vous êtes propriétaire dans l'Aupin de Terre avec des sapins et des chênes centenaires. Vous arrivez un jour, plus rien, dévasté, plus un arbre, tous coupés. C'est ce qu'ont vécu 20 propriétaires ariégeois qui ont porté plainte. Donc, audience cette semaine, un bûcheron espagnol a été identifié, les réquisitions sont exemplaires. 2 ans de prison ferme ont été requis par le parquet et le délibéré aura lieu le 15 février. Mais c'est dans un contexte de durcissement, Thierry en parlait tout à l'heure, de durcissement de la justice, car dans le même temps, dans le Tarn, il y a aussi le parquet qui a ouvert une sorte de hotline où tout le monde peut signaler des crimes contre l'environnement, même si en Ariège, là, on est vraiment dans un cas absolument atypique, pour ne pas dire délirant.
Et Watt, vous n'aimez pas qu'on s'en prenne à la nature comme ça. Donc, le bûcheron espagnol a reconnu les faits, mais bon, c'était l'occasion. Enfin, même s'il a dit qu'il s'était trompé au départ, bon, c'était un petit peu gros. Donc, 350 fois, il s'est trompé. Voilà, ça fait beaucoup. Donc, pas de langue de bois, vous dites. Voilà. Et puis, derrière cette semaine, oui, c'était aussi la mobilisation du personnel de justice, de magistrats, de greffiers contre le manque de moyens. Aussi l'abattage, voilà. L'abattage, c'est aussi parfois dans les dossiers. Thierry, on est en plein crime environnemental, là aussi, finalement, avec ces 350 arbres, dont certains centenaires abattus. Bah oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au-delà de couper des arbres, c'est qu'on va détruire tout un écosystème, c'est-à-dire les animaux qui ont habité cet endroit-là, les fleurs, les champignons, etc. Donc, on voit bien que là, on a un désastre écologique important et il ne faudrait pas qu'à l'avenir, ça se reproduise, même si, en termes de géopolitique du bois, aujourd'hui, les temps sont durs. Ouais. Alors, à Frontignan, ce sont les fuites à répétition d'un site pétrolier classé Céveso qui inquiète les riverains, Laurent. 4 fuites sur 25 citernes à répétition. Effectivement, les riverains s'inquiètent. Ils demandent en contrôle. Ils demandent simplement que les pouvoirs publics aillent vérifier ça de plus près. Mais jusqu'à présent, ça reste lettre morte. Donc ça prouve qu'il y a une conscience écologique qui monte, voire un principe de précaution qui est ancré, y compris chez les riverains, chez les gens qui n'ont pas forcément accès à la justice ou les réflexes pour téléphoner à la préfecture. Mais malheureusement, visiblement, c'est parfois compliqué de se faire entendre. Manu Watt, la chasse aux pollueurs, ça vous parle? Parce que donc on apprend que des experts ont été ausculter les cuves en disant mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, tout va bien effectivement, puisque l'oxydation, ma foi, c'est simplement de la rouille, c'est toi. Voilà, donc évidemment, mais qu'est-ce qu'on va chercher des noises vraiment, mais on s'embête. Et puis cette semaine, évidemment, les mesures de restriction sont encore montées d'un cran face à la 5e vague de Covid. Les mots du Covid en occitan, tiens, qu'est-ce que ça donne? C'est notre rubrique Le Mot Doc, signée cette semaine Marius Bléné. Depuis 12 ans, ce qui vivait avec le Covid-19, on avait appris des mots. Nous avons appris beaucoup de vocabulaire depuis 2 ans que nous vivons avec une pandémie. Une pandémie, ça se dit une pandémie. En occitan, comme épidémie, se dit épidémie. Ce che fughet beleu, mai modificat per aquella épidémie, est la nostra vida vidante. La vie vivante, c'est la vie vivante, une expression pour désigner le quotidien. Et c'est vrai que le quotidien a été modifié. Il y a des périodes extrêmes, comme le confinement, il y a eu les confinements, mais même en période plus calme, nous avons tous dû apprendre de nouveaux gestes, comme celui de se désinfecter les mains à même pas de gel hydroalcoolique. Et puis, mettre la masquette. Mettre son masque, attention, c'est un faux ami, parce que le masque, c'est le sorcier en occitan. Ça, c'est bien une masquette. Il y a un autre mot qui s'est imposé depuis un an à nouveau dans notre vocabulaire, c'est la vaccination. Et puis, avec tout réalisé qu'il y avait un autre problème, nous avons réalisé que nous avions un autre problème, à cause de l'hôpital et du système de santé. Autre problème également évident, Watt, c'est que le Covid, ça nous met aussi les boules quelque part. Oui, voilà, donc la décoration de Noël n'est jamais bien loin, puisque on peut ressortir... Et oui, la même décoration que l'année dernière, finalement. En 2020, finalement. C'est ça. On avance. Elle vous a inspiré, cette épidémie, Thierry Colombier, ou alors au contraire, vous vous êtes dit, je vais écrire sur tout, mais pas là-dessus? La question s'est posée de savoir si j'introduisais l'épidémie dans le roman ou pas, justement. Et j'ai préféré rester sur l'ancien temps, en me disant que peut-être dans la saison 4, 5, 6, viendra le temps d'explorer le coronavirus et de savoir justement quelles ont été les atteintes à l'espèce animale et aux espèces végétales de ce virus particulier. Oui, parce qu'il a dit aussi pas mal de choses sur la façon dont on traite notre planète, ce Covid. Merci à vous Thierry Colombier. Je rappelle donc la sortie du premier tome de Polar Vert, les algues assassines. Le tome 2, c'est pour février. Et Watt, vous aviez également un livre à nous présenter. Oui, et faire un coup de chapeau donc à un dessinateur donc, de Montpellier, Man, qui vient de sortir ce recueil de 20 ans de dessins de presse, donc publié dans Midi Libre. Donc c'est un petit peu le résumé de ces 2 décennies. Alors, clin d'œil, on a démarré en fait ensemble au Midi Libre, donc c'était assez... Voilà, c'est aussi... Il parle catastrophe naturelle aussi. Voilà. Il parle aussi mouvement des Gilets jaunes avec Macron qui tourne en rond. Qui tourne en rond sur un rond. Voilà, donc dans les kiosques en Languedoc-Roussillon et sur Internet, si on est en ex-Midi-Pyrénées. Merci Watt, merci Thierry Colombier. Merci inspecteur Dubois, oui, en occitan. Merci à vous, on se retrouve le 3 janvier. Bonne soirée sur France 3.